Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler d'une maladie très répandue en Algérie. Plus de 6500 nouveaux cas sont recensés. Elle se développe souvent en silence, sans provoquer de symptômes particuliers, et peut rester longtemps imperceptible. Cette maladie en question, c'est le cancer du côlon. Pour mieux nous éclairer et nous renseigner sur les premiers signes de cette maladie et comment prévenir surtout cette maladie, nous avons le plaisir de recevoir docteur Beshka Radia, médecin oncologue. Bonjour docteur. Bonjour, ravi de vous retrouver une autre fois. Merci beaucoup, nous aussi on est très très ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Donc c'est une maladie, comme je viens de le dire, c'est une maladie imperceptible qui vraiment commence en silence. Donc on aimerait connaître d'abord les premiers signes de cette maladie. Ok, merci. Alors, je vous salue d'ailleurs de choisir ce sujet. C'est un sujet pertinent. D'ailleurs, on est en mois de mars, donc c'est le mois bleu. C'est le mois de prévention du cancer du côlon. Alors, c'est vrai que le cancer du côlon, c'est une maladie silencieuse. Généralement, les symptômes, ce sont des symptômes qu'on retrouve dans plusieurs maladies. Donc, ce n'est pas des symptômes spécifiques. Que ce soit les douleurs abdominales, que ce soit... Ce qu'il faut insister, c'est surtout sur les hémorragies digestives. Beaucoup de gens, donc, quand ils voient des hémorragies digestives, donc, ils relient ça aux hémorroïdes. Même quelques médecins, d'ailleurs, ils disent que les hémorroïdes sans investigation. Alors que chaque saignement digestif, il faut l'explorer. Beaucoup de gens, c'est vrai qu'ils ont peur de la colonoscopie, mais il faut la faire devant tout saignement. Ça, c'est le premier signe alarmant. Par contre, il y a aussi l'anémie. Donc l'anémie, on retrouve les signes de l'anémie qui est la fatigue, la pâleur, l'irritabilité. Donc tout ça, donc il faut investir. Pourquoi l'anémie? Donc il ne faut pas juste traiter l'anémie. D'où vient cette anémie? Et après, les douleurs abdominales. Donc les douleurs abdominales sont vraiment vastes. Il y a beaucoup de maladies qui donnent des douleurs abdominales. Mais ce qui est inquiétant, c'est les symptômes qui persistent avec le temps et qui ne sont pas vraiment soulagés par les différents traitements. Là, il faut rechercher la cause. Pourquoi tous ces symptômes? Donc, pour récapituler, du sang dans les selles, les problèmes digestifs et l'anémie. Voilà. Et aussi la constipation. Donc, alternance constipation et diarrhée. Donc, une constipation, une alternance pareille qui dure avec le temps, il faut l'explorer aussi. Ok, d'accord. Très bien. Est-ce que c'est une maladie qui touche plus les hommes ou les femmes? À peu près, on peut dire qu'elle touche un homme, 2 hommes par rapport à une femme, à peu près. D'accord. Donc il y a plus d'hommes par rapport à une femme. Est-ce qu'on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer ça? On ne peut pas vraiment l'expliquer. C'est en rapport peut-être parce qu'il y a le facteur de risque, le tabac. Ah oui. Donc le tabac et l'alcool sont des facteurs de risque. Donc on sait que les hommes fument et boivent beaucoup plus de femmes. C'est peut-être lié à ça. Et les habitudes alimentaires aussi, c'est par rapport aux facteurs de risque. Voilà ce qu'on va les détailler après. Donc, mais il n'y a pas vraiment une cause qui dit que les hommes plus des femmes. D'accord. Pas vraiment une... Donc, si on devait... C'est vrai, ça, j'aurais dû vous poser en début d'émission. Si on devait expliquer le cancer du côlon, comment on l'expliquerait? C'est une irritation? Qu'est-ce qui se passe au niveau de notre côlon? Justement, le cancer du côlon, il se développe déjà sur des années. Ce n'est pas un cancer qui se développe rapidement. Il se développe sur 8 ans, 10 ans. C'est pour ça qu'il est très silencieux. Voilà, il est très silencieux. Il faut le prévenir dès le début. Donc, il y a le facteur de risque qui est là, les adénomes. Donc, les adénomes, avec les multiples facteurs de risque qui s'associent avec le temps, ils se développent en cancer. C'est pour ça qu'il faut toujours la prévention. D'accord. Donc, on découvre les polypes à un stade plus précoce. C'est quoi les polypes? Donc, c'est des kystes? Non, ce n'est pas des kystes.
C'est un développement des cellules, c'est pas rapide, mais c'est un développement anormal des cellules, mais qui n'a pas encore atteint le stade de malignité. D'accord. Voilà, il est toujours bénin. D'accord, voilà. très mais bien. il se développe avec le temps à un cancer du côlon. Pas tous les polypes et pas tous les adénomes qui se développent, mais disons que si on a 1000 polypes, on a au moins 100 qui peuvent se développer vers un cancer. D'accord, Voilà. ok. Et par rapport au taux de rémission après la découverte, après le dépistage du cancer du côlon, le taux de rémission est de combien? Donc, tout dépend du stade où on a découvert la maladie. Donc, si on découvre la maladie à des stades très précoces, donc là, le taux de rémission il est 85%, 90%. Ah, quand même, on en guérit très facilement. Voilà, on guérit. On va dire. Par contre, à un stade avancé, il y a quelques cas qui peuvent guérir, même en stade métastatique. Oui, actuellement, il y a des médicaments, il y a des techniques opératoires qu'on peut opérer, même les stades métastatiques. Donc, la rémission, on peut dire à 5-10%, on peut quand même avoir une guérison avec un stade métastatique. D'accord, ok. Donc ça va. Il y a de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir, heureusement. heureusement. C'est une maladie qui n'est pas fatale, on va dire. Elle reste quand même fatale, mais avec Voilà, avec mais l'avènement. Si on prend soin, les personnes justement qui sont atteintes, est-ce qu'il y a un traitement après Bon, bien sûr, il y a un traitement, c'est-à-dire, mais est-ce qu'il y a un risque de récidive? Donc, aussi, ça dépend du stade. D'accord. Donc, on a les stades précoces, donc il n'y a que la chirurgie. Le seul Ah traitement, oui, c'est voilà. la chirurgie. D'accord, ok. Voilà. Il y a même des stades où on peut faire juste avec la colonoscopie, on résèque l'adénome ou le polype. Bien, très Donc, bien. sans même pas une chirurgie. Il y a des stades où il y a la chirurgie, il y a d'autres stades où il y a la chirurgie associée à la chimiothérapie. D'accord, très bien. Et il y a des stades où il y a juste la chimiothérapie, là, dans les stades métastatiques, mais on peut quand même les opérer après. Ils répondent très bien à la chimiothérapie et aux traitements, aux événements des nouveaux traitements aussi, les thérapies ciblées, on peut les opérer après. Et il rejoint quand même le pronostic des stades localisés. D'accord, très bien. Quels sont les facteurs de risque du cancer du côlon? Des facteurs de risque, disons que 5% des cancers du côlon, il y a un risque, c'est les maladies familiales. Il y a le syndrome de Lynch et la PAF. Il y a 5% des cancers qui sont liés à cette maladie. Disons que la plupart qui ont ce syndrome dans la famille, ils auront un cancer du côlon. Mais heureusement que ce n'est pas beaucoup. Oui. Ça représente 4 à 5%. D'accord. On a les 20%, on a un autre 20% qui ont des adénomes ou un antécédent familial de cancer du côlon dans la famille. Donc, sans lier à les deux autres maladies. Après, on a les 75%. Donc là, sont liés aux facteurs de risque exogènes. On a le facteur de risque extérieur. Voilà. Donc on a l'alcool, le tabac. On a surtout les graisses animaux. Donc les graisses animaux. Donc d'ailleurs les fritures. On a les viandes rouges qui ont des gras. Je crois que c'est fatal. Voilà, oui. Les viandes rouges, d'ailleurs, c'est connu actuellement. D'ailleurs, comment on a su que les viandes rouges ont des facteurs de risque? On a remarqué dans les populations à grande consommation de viande rouge. Généralement, on a remarqué, par exemple, dans les États-Unis. Les États-Unis, c'est les grands consommateurs de viande rouge. Alors, ils ont l'incidence de cancer du côlon le plus élevée au monde. On a remarqué aussi que dans les populations, on ne consomme pas beaucoup de viande, comme le Japon. Par exemple, le Japon, c'est des consommateurs de poissons. Donc les Japonais n'ont pas beaucoup de cancer du côlon. Et alors, dans la population des Japonais qui ont immigré vers les États-Unis, ils ont changé leur habitude. Alors, on a remarqué qu'il y a une augmentation de cancer du côlon chez eux. D'ici, donc, on a conclu que les viandes rouges sont un facteur de risque. Les charcuteries aussi. On a dit que les graisses, la carbonisation aussi des viandes. Donc, on a les habitudes alimentaires, des préparations des aliments, des viandes, donc, à changer. Donc, ce qui augmente aussi l'incidence du cancer du côlon. On a les sucreries, l'obésité, la sédentarité, le diabète type 2 aussi. Donc, c'est un facteur de risque. Alors, le diabète
type 2, il a les mêmes facteurs de risque du cancer du côlon, qui est l'alimentation qui n'est pas saine, qui est l'obésité. D'ailleurs, c'est à peu près les mêmes facteurs de risque. Donc, on retrouve chez eux une grande incidence de ce cancer. On a les maladies inflammatoires aussi, donc comme les maladies de Crohn et l'RCUH. Aussi, ce sont des facteurs de risque de cancer du côlon. D'accord, donc tout ça, oui. Effectivement, c'est une information assez étonnante que vous venez nous dire par rapport à la consommation de viande. Et je voudrais savoir, c'est-à-dire la consommation de viande quotidienne qui est nocive, ou bien, même si c'est occasionnel, mieux vaut Donc les études éviter. ont montré que plus il y a de 100 grammes par jour de consommation de viande rouge, il y a une augmentation de 55% d'avoir un cancer du côlon. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc 100 grammes, ça peut donner déjà... Donc le mieux, c'est de consommer une fois par semaine, pas plus. Voilà, une fois par semaine, au prix où il est, je pense que c'est bon maintenant, oui, je pense. Voilà, mais pas plus. D'accord, ok. Voilà. Et c'est quoi le problème avec la viande rouge? Qu'est-ce qu'il contient pour qu'il soit aussi nocif pour notre santé? La viande rouge, elle contient il y a 2 volets dans la viande rouge. Donc il y a les graisses animaux qui augmentent, et il y a aussi le fer. Donc, parce que le fer aussi, par d'autres mécanismes biologiques, donc je ne peux pas l'expliquer parce que c'est un petit peu spécialisé. Voilà, spécialisé. Mais il y a deux volets, la graisse et le fer de la viande rouge qui font des radicaux libres, qui avec un aldénome déjà là. Donc là, il augmente avec les gènes, les mutations des gènes, il augmente ce risque. D'accord, très bien, très bien. Maintenant, on va revenir à la prévention. Voilà. Vous nous avez expliqué les facteurs de risque. Maintenant, comment prévenir? C'est-à-dire, les aliments à bannir, on a, même si c'est possible, vers la fin de la question, c'est possible de nous donner les aliments à vraiment bannir, hein, pas les aliments à prendre de temps en temps. Maintenant, quels sont les aliments à favoriser surtout? Les aliments à favoriser, c'est les légumes et les fruits. Donc, et les fibres alimentaires, donc comme le pain complet, le pain à blé, et à consommer à volonté les légumes et les fruits. Donc plus de 5 par jour, c'est déjà bien. Ça peut protéger, contre ce cancer. Aussi, il faut une activité physique régulière, ce qui va contre déjà la sédentarité qu'on a parlé, contre l'obésité. Il faut bannir, il faut pas vraiment bannir à 100%, mais il faut éliminer dès que possible les viandes rouges et les remplacer par les viandes blanches, telles que le poulet et telles que les poissons. Donc même les études ont montré que les grands consommateurs de poissons ont moins de risques d'avoir ce cancer. L'information qui me sidère un petit peu, par rapport, donc vous nous avez donné quelques aliments à favoriser, quelques aliments à bannir. Mais l'information qui me sidère un petit peu, c'est 100 grammes de viande rouge par jour augmente de 55% le risque de contraction du cancer du côlon. Vous nous avez expliqué par rapport aux graisses, par rapport aux graisses animales et par rapport au fer. Est-ce que vous pouvez plus nous détailler par rapport au fer, la relation entre le fer contenu dans la viande rouge? Ok. Donc, la viande rouge, elle a une très forte concentration en fer. Et 90% du fer n'est pas absorbé. Donc, qui reste dans les intestins et qui forment les radicaux libres. Les radicaux libres, déjà, sont connus par leur rôle cancérogène dans le cancer du côlon. Donc, par une réaction qu'on appelle la réaction biologique de Fenton. Donc, ça explique la formation des radicaux libres qui augmente le risque de cancer. Ce qui pose aujourd'hui les questions sur les compléments alimentaires. D'accord. Donc, qui sont riches en vitamines, en fer, c'est peut-être ils ont aussi un risque sur le cancer du côlon. Les compléments alimentaires qu'on trouve en pharmacie. Voilà, en pharmacie, sont riches en fer. Donc, si le corps n'est pas en carence en fer, donc il faut pas le supplémenter. Le saturer de plus avec le fer, parce qu'il y a un risque. Tant qu'il y a une ferritinémie élevée, il y a un risque de cancer élevé. D'accord, okay. Très bien, très très bien. Maintenant, c'est beaucoup plus clair. Merci beaucoup. Alors, selon une étude danoise, la prise d'aspirine et de médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens pourrait avoir une influence sur la baisse de survenue du cancer du côlon. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, il y avait vraiment une étude. C'était pas une étude, c'était une étude rétrospective. Donc, ils ont remarqué chez les patients qui consomment des AINS pour une raison X ou Y. AINS, c'est-à-dire les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Non stéroïdiens, oui. Et l'aspirine aussi. Voilà. Ils ont remarqué qu'il y a, chez cette population, il y a une diminution du cancer du côlon. Mais il n'y avait pas une étude complémentaire qui montre vraiment le mécanisme, comment ça explique cette diminution. Donc, pour le moment, c'est une juste étude observationnelle. Donc, pour l'instant... Et comment on dépiste justement le cancer du côlon? Très bien, ça c'est une bonne question. Parce que les dépistages des cancers, c'est le seul arme qu'on peut dire. C'est le seul arme pour diminuer l'incidence et la mortalité des cancers. Donc, le dépistage du cancer du côlon, donc, ça varie des populations. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc, il y a des populations à moyen risque et à haut risque. Donc, les populations à haut risque et à très haut risque, ce sont les populations qui ont déjà des antécédents familiaux dans la famille du cancer du côlon. Là, le dépistage, il se fait par la colonoscopie. Donc, la colonoscopie se fait chaque 5 ans. Par contre, le dépistage pour la population en général, donc, se fait généralement par des tests sur le sel. Donc, actuellement, en Algérie, il y a un projet qui est en train de se faire sur ça. D'ailleurs, la première étude a été lancée dans l'hôpital de Béjaïa, donc, qui a déjà montré une efficacité de ce dépistage. Et actuellement, cette technique est en train de se généraliser dans quelques autres hôpitaux, toujours dans le cadre d'études. N'est pas un dépistage comme le cancer du sein. Donc, n'est pas un dépistage. Non, je parle là en Algérie. Oui. Je parle en Algérie. C'est pas parce que les tests ne sont pas encore fournis dans les pharmacies publiques. Donc, c'est des tests dans le cadre des études, dans les hôpitaux. Donc, normalement, c'est des campagnes qui vont se lancer cette année, Inch'Allah, dans quelques hôpitaux. Il y a Alger, il y a Constantine, il y a Larouat, je pense, il y a Oran, il y a Batna, si je me rappelle bien. Il y a qui vont lancer très prochainement cette campagne de dépistage. Et après, ça va se généraliser. Donc, c'est ça le but de ces études. On retrouve vraiment, il y a une efficacité. D'ailleurs, l'efficacité, elle est retrouvée ailleurs, partout dans le monde. Ça va se généraliser par des tests qui sont des bandelettes qu'on le met dans le sel, les selles des personnes et qu'on dépiste le sang. D'accord, ok, oui. Ça a une relation... avec le sang. Voilà. Oui, on recherche le sang dans les selles. Oui, dans les selles. Voilà, c'est ça. Il y a des tests aussi immunologiques. Donc aussi, dans le cadre de rechercher, il y a 2 types de tests, mais toujours dans le cadre de rechercher le sang dans les selles. Voilà. Donc le sang dans les selles, dès qu'on découvre le sang, donc ça ne veut pas dire forcément que le patient est atteint de cancer du côlon. Là, il faut faire après la colonoscopie. Donc la colonoscopie, elle est primordiale. Donc c'est la seule qui peut confirmer ou infirmer la présence du cancer. Donc parmi 10 qui ont un test positif, on peut retrouver que 2 à 3 qui ont un cancer du côlon. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Donc c'est pas forcément... C'est pas forcément qu'on aura... Là. Mais c'est un test qui peut vraiment prévenir à un stade très précoce ce cancer. Très bien, très très bien. Donc ça c'est comment dépister. Ça c'est les étapes. Moyens de dépistage. Voilà. Et les traitements médicaux maintenant. Donc le traitement médicaux, oui, c'est-à-dire est-ce que si la chimiothérapie est obligatoire, c'est un passage obligatoire, est-ce qu'un traitement suffit? Comment ça se passe par rapport à comment on soigne en Algérie actuellement le cancer du côlon? Donc Actuellement, le cancer du côlon, il est très bien pris en charge en Algérie, heureusement. Donc, on a tous les moyens tous les moyens nécessaires pour le prendre. Comme je vous ai dit déjà, c'est par rapport au stade. Donc, dans les stades précoces, il n'y a que la chirurgie. Après, il y a une extension vers les ganglions ou vers d'autres organes. Là, c'est la chimiothérapie. Donc, si on peut opérer après, c'est la chimiothérapie. Donc, s'il y a des métastases à distance, là, c'est la chimiothérapie. Et comme je vous ai dit, que même après la chimiothérapie et les thérapies ciblées, qui sont déjà disponibles en Algérie, on peut quand même avoir quelques réponses et quelques réponses, améliorations, et on peut opérer après.
Donc, même dans les stades métastatiques. On ne peut jamais condamner un patient, même s'il est en stade métastatique. D'accord. Donc, il y a toujours des médicaments, il y a toujours des techniques améliorées. Il y a des centres spécialisés pour faire ça. Donc, la prise en charge du cancer du côlon, actuellement, elle est très bien en Algérie. Très bien. Parfait. C'est-à-dire, donc, c'est une maladie qui contient, bon, bien sûr des risques, mais avec un dépistage, déjà avec une prévention, bien sûr, avec un dépistage précoce, on peut vivre avec, c'est-à-dire c'est pas une maladie fatale, on va dire. On peut dire que c'est une maladie chronique. Voilà, tout à fait. C'est plus une maladie chronique. Voilà, on peut dire que c'est une maladie chronique. Mais il faut prévenir. Il faut prévenir dès le début. Oui, non, mais là, avec l'information... Avec une prévention, on peut quand même éviter 30% du cancer du côlon. Oui, c'est pas rien. C'est pas rien. Voilà. D'accord, très bien. Je vous remercie infiniment, docteur, pour votre présence et pour toutes ces explications. Et où on peut vous retrouver ? Actuellement, je travaille à l'hôpital de Msila, dans une unité d'oncologie médicale. D'accord, très bien. Au niveau de Msila. Au niveau de Msila, d'accord, oui. Très bien. Merci aux auditeurs et téléspectateurs pour votre attention. J'espère que cette émission aura été bénéfique, en tout cas très bénéfique pour nous et très instructive. Retrouvez-nous sur nos pages Facebook, Instagram, Twitter et sur YouTube. Retrouvez aussi sur SoundCloud et aussi sur radio-m.net, enfin -du6, et à la semaine prochaine. Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.